Bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission Focus sur, l'émission de la femme, de la mère et de la pro. Nous nous retrouvons comme chaque mois pour une thématique exceptionnelle avec des femmes exceptionnelles. Oui, je sais, on vous le dit chaque mois, mais c'est encore plus exceptionnel, pardon. On met la barre toujours plus haut. Je suis Joëlle Dadosseri, votre animatrice pour ce mois-ci, et je suis accompagnée de Perle. Bonjour Perle. Bonjour Joëlle, comment vas-tu? Très très bien. Et toi? Très bien, en tout cas impatiente de commencer cette émission. C'est vrai que dans le nouveau format, on a eu beaucoup d'émissions axées sur la femme, sur la pro, beaucoup la pro, et j'ai hâte de commencer cette émission qui sera un peu plus axée sur la mère. Je pense quelque chose à dire sur notre parcours de mère qui est absolument pas un fleuve tranquille, qui mine de rien, je pense, va élever des choses en nous, positives bien évidemment, mais je pense aussi nous donner des petits conseils pour arriver à surmonter les défis du quotidien qui ne sont pas simples, on va dire ça comme ça. Alors quel est le thème qui nous emmène aujourd'hui autour de la table, mesdames? Si vous êtes curieuses. Je m'entends voir. Donc le thème c'est femme d'abord, mère après. Point d'interrogation? Non, je la refais. Femme d'abord, mère après. Voilà, exclamation. Et on va commencer cette discussion avec la première partie qui est sur la grossesse tardive par choix. Noélie, c'est intéressant tout ça. Oui, parce que pourquoi? Parce que il y a des femmes qui choisissent de tomber enceinte beaucoup plus tard. On va voir ensemble ce que ça veut dire tard, bien sûr, c'est relatif, hein, c'est ça. Mais ça existe et par choix, pas seulement parce qu'on a un souci, mais vraiment par choix. N'est-ce pas, Perle? Oui. Elle est déconcernée, tu sais. Non, mais qu'est-ce que vous en dites, les filles? Moi, je trouve personnellement que maintenant, dans un monde où on peut calculer, on a la chance, alors on peut dire chance, hein, de pouvoir calculer ça et de pouvoir décider à quel moment on tombe enceinte, enfin, quel est le moment le plus opportun pour chacune d'entre nous. Alors, est-ce que pour vous, ça vous choque de ce genre de calcul ou est-ce que pour vous, c'est normal? Par qui encore? Noélie. Le sujet est tellement inspirant que je ne sais même pas par quel bout le prendre en fait, parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'il est tardif, comme tu disais, donc tardif c'est quoi? Est-ce que c'est 25 ans? Est-ce que c'est 30 ans? Est-ce que c'est 35? Est-ce que c'est même 40? Ou même 45 maintenant? Et par choix. Le par choix aussi rajoute un truc en fait à ce thème-là. Et donc du coup, depuis tout à l'heure, je me dis, mais grossesse tardive par choix, c'est quoi exactement en fait? Moi, je trouve déjà que oui, aujourd'hui, on a le choix, comme on disait, de pouvoir avoir un enfant entre guillemets au moment où on le souhaite. Donc c'est quelque part une chance. Nos mamans, c'était pas forcément le même calcul, encore moins pour nos grands-mères. Mais moi, ça me fait peur en fait. Entre guillemets, le fait de choisir de devenir mère. Tard en fait, parce que malheureusement pour nous, il y a une horloge interne, il y a beaucoup de choses et il y a surtout des aléas qui ne sont jamais prévus dans ce genre de calcul. Donc moi je connais des personnes qui m'ont dit je prends le temps d'avoir une carrière professionnelle, je prends le temps de voyager, je prends le temps de connaître mon partenaire, je prends le temps d'avoir financièrement une situation et tout ça. Exactement, de tout faire. Et au moment où, soi-disant, c'est le bon moment, ça vient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le par choix, en fait, on n'a pas forcément le choix, en fait, je pense. La grossesse tardive, on peut la choisir. Donc, le moment, on peut choisir. Mais on ne sait pas quand est-ce exactement. C'est ça, c'est pour ça que... C'est ça. Donc, c'est ça, en fait. Donc, le temps, on pense l'avoir. Mais en réalité, on n'est pas sûr qu'à ce moment-là, ça arrivera. Et c'est ça, en fait, qui fait peur. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas cette notion aussi de dire... au moins quand l'enfant vient, je lui offre, entre guillemets, une vie parfaite, hein, entre guillemets, un cadre, etc. Tu vois, Dominique, qu'est-ce que... Bon, moi, Non, mais en fait, je pense que Noélie a amené un point important pour moi qui est la notion de choix. Alors, il y a des choses qui dépendent vraiment de notre volonté, de notre pouvoir, en fait, de nos compétences, nos capacités physiques, on va dire. Et il y a cette zone qui n'est pas du tout sous notre contrôle. Donc, je pense qu'il faut vraiment intégrer les deux. Et puis,
Je pense qu'on peut aujourd'hui se permettre de décider ça, quoique je pense que les femmes ont toujours eu le choix, mais que le poids de la société n'était pas le même. L'époque n'est pas la même. Et donc, en soi, il y a des femmes, même dans les générations de nos mamans ou avant, qui ont fait des choix qui étaient complètement différents de ceux de leur société. Alors oui, elles ont été rejetées ou jugées. Et donc, le poids de la société fait qu'on se disait que c'était pas la manière de faire et donc on n'osait pas trop le faire. Elles sortaient vraiment des carcans. Aujourd'hui, on a le choix parce que la société a évolué et que la femme, elle passe beaucoup plus de temps à l'extérieur parce qu'elle se pense aussi professionnellement. Ce qui fait que se penser professionnellement, ça prend du temps, ça se construit. Et donc, fondamentalement, on a tendance à le faire plus tard. Maintenant, est-ce que vraiment le fait de le faire plus tard implique qu'on va forcément offrir une meilleure vie à ses enfants ? J'en suis moyennement sûre, parce que même en le faisant, il y a des aléas extérieurs dans l'éducation d'un enfant qui font qu'il y a des choses que tu ne vas pas maîtriser. Tu peux avoir énormément d'argent et ne pas du tout réussir ta vie personnelle, ta vie privée, ta vie de famille ou ta vie de mère. Tu vois, et donc c'est hyper relatif. Je pense qu'il faut surtout se donner la liberté de le faire au moment où on se sent bien, on se sent prêt. C'est pas forcément financier, c'est pas forcément lié à l'âge. Et je pense que c'est vraiment plus une question de saison personnelle. Et je pense que c'est peut-être plus simple de se dire ça. Et en plus, on est moins frustré si le moment venu, ça vient pas. Parce que tout le temps, tu vois, tu te dis, moi, je vais faire ça à tel moment. Et puis, tu as tout réglé dans ta vie. Et la grossesse, elle vient pas. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Les frustrations que ça engendre. Noélie, je t'appelle. Aujourd'hui, je vais pas y arriver, Olivia. Pardon. Je t'excuse. Non, mais c'est vrai, c'est totalement ça. Je pense que je te rejoins sur ce point. C'est que on a beau tout préparer, tout millimétrer, et à un moment donné, on est là, on attend et ça ne vient pas. Et du coup, là, ça nous rend encore plus frustrés parce qu'on se dit, mais je comprends pas. Là, j'ai tout préparé, j'étais prête. Et le fait que ça ne vienne pas, du coup, on se repenche encore sur nous-mêmes en se disant, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Vous voyez, ou qu'est-ce que j'ai mal fait ? Donc, du coup, vraiment, comme on disait, la grossesse, c'est quelque chose de tellement personnel. C'est quelque chose que la femme, en fait, en dedans d'elle, au-delà même du conjoint, c'est quelque chose, à un moment donné, elle se dit, ok, là, je suis en phase. Là, en fait, là, je me sens prête. Que ce soit les moyens ou pas, que ce soit le cadre ou pas, là, c'est bon. Je suis en phase. Parce que dans sa tête, elle s'est déjà préparée à se dire, je suis même mère, avant même que bien sûr. C'est intéressant, ce qui dans ce thème de femme d'abord, mère après, il y a quand même le côté femme qui m'interpelle et je me dis, est-ce qu'il ne faut pas justement se sentir femme, réellement femme, pour devenir mère ? Est-ce que si on le fait trop tôt, est-ce qu'on est vraiment femme ? Est-ce qu'on est encore un peu comme la petite fille, je vois à l'adolescence, on n'est pas encore formé en tant que femme, la maturité exactement. Mais moi je pense qu'il y a personnellement ça a été l'inverse, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu être maman, j'ai toujours su que ça vibrait en moi en fait, cet instinct maternel je l'ai toujours eu avant même d'être maman, mais moi je me sentais pas femme avant. C'est après l'accouchement que je me suis sentie femme. Donc toute la grossesse, je me sentais légère, je me suis trouvée très belle d'ailleurs, je le dis sans me vanter, mais vraiment je me sentais au max quoi en fait. J'avais l'impression de briller. Et une fois que j'ai eu l'enfant, avec tout ce qui va, on connaît les montées de lait, tout ça. En fait, une fois que j'ai vécu physiologiquement tout ça, c'est après en fait, et en plus ça a pris encore quelques mois, c'est peut-être au 1 an de mon fils, que là je me suis dit je suis une femme. Donc j'ai pas eu le processus inverse de me dire je suis femme et j'ai un enfant. C'est vraiment après la maternité. Voilà. Donc peut-être que c'est au cas par cas, je sais pas trop. Oui, je pense, pour vous comment ça va. C'est au cas par. Oui, je pense que ça doit être au cas par cas. C'est personnel en fait. Ouais. Moi je sais que par exemple, moi j'ai toujours désiré être maman à 30 ans. Ça, c'était. Dès le départ. Ouais, moi c'était une volonté parce que je me suis dit. L'expérience, des études, nous on les fait un peu plus tard, on commence notre vie active un peu tardivement et on se lance dedans un peu tardivement, donc je me suis dit il y a des choses que je préfère finir, même si je sais que ça n'empêche pas, on peut aller à l'école et avoir des enfants, mais il y avait des choses que je voulais quand même faire avant et mon mari m'a dit de toute façon toi tu seras mère à 30 ans, je sais pas, non toi bon. Moi j'aimerais bien mais bon on verra et finalement ça n'a pas été calculé et ça s'est passé comme ça, c'est vraiment passé comme ça. En tout cas moi ce qui m'inspire ce sujet c'est vraiment la question de la liberté de la femme, parce qu'au final on a beau faire des calculs et essayer de faire des choses un peu ce qu'on attend de nous, ce qui va compter c'est ce que nous
on veut ce qu'on va décider, ce qui fait sens pour nous. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu être mère avant 30 ans, justement, parce que je me disais, il faut que je les fasse tôt, que j'ai le temps d'en profiter après, parce qu'il faut les gérer derrière, et vouloir faire justement mener les deux de front, la carrière professionnelle et les enfants. Parce que j'avais vu aussi ma mère, parce qu'on a ce schéma parental qui nous donne des exemples. Ma mère qui a été en mode Shiva, elle avait vraiment tellement de casquettes, et ça m'a inspiré, je me suis dit, s'il y arrivait, pourquoi pas moi. Mais avec quand même, au final, on va parler un petit peu, une fois que tu es dedans, que tu dois vivre tout ça, tu te dis, waouh, personne ne m'avait prévenu, c'était aussi compliqué. Et effectivement, quand on a plus de bouteilles, plus de recul, on est un peu plus âgé, peut-être qu'on le gère un petit peu mieux, parce qu'on a peut-être le temps d'appréhender les choses, on a le temps de voir ses copines, ses amis, son entourage, avoir des retours d'expérience quelque part, pour nous après être mieux armés. C'est vrai que moi, du coup, les deux premiers ils ont 26 mois d'écart, après pour le dernier il y a 7 ans, et de mener tout ça, je me dis, waouh, heureusement que j'ai attendu finalement de faire le troisième, parce que c'est sportif. Très sincèrement, c'est sportif, et voilà, avoir le choix finalement, c'est ce qui est le plus important, et surtout que les femmes arrivent aussi, je pense, à se donner ce choix-là. Les femmes, on n'a pas forcément. Nous, en Europe, on a on a cette chance finalement, parce que je vois mes cousines, ma famille, les gens qui sont en Afrique, c'est pas forcément le même rapport à son corps, le même rapport à sa contraception, tout ça, c'est un peu compliqué. Et donc, des fois, elles ont 5 gamins à 30 ans, quoi. Donc, bon, voilà. Mais c'est vrai que nous, c'est une vraie chance, il faut l'apprécier. Et sinon, vous, d'une manière générale, la maternité, comment vous la vivez tardivement ou pas, parce que je pense que finalement, vous avez eu à peu près, la première enfant, d'ailleurs, pas en tour de table, vous avez eu 30 ans. 24. 30, tu l'as dit. Donc, et Joël? Moi, 31. Et on considère que, je pense que la société, j'ai un peu de calculer, mais que grossesse tardive, c'est après 30 ans ou à partir de 30 ans. J'imagine. J'ai l'impression. 30 ans, c'est tôt. Moi aussi, c'est tôt. Moi, je dirais même 35. Voilà, c'est ça. Pour un premier enfant, 35 ans. Voilà. 35. C'est pas tellement longtemps, elle a 12 ans, mais déjà, moi, 31 ans, j'avais déjà plusieurs copines qui étaient déjà maman. Je me sentais en grossesse tardive. Donc je pense que c'est aussi en parallèle aux gens qui t'entourent. Bien sûr. Si ton entourage, personne n'a d'enfant, pour toi, tu es dans une normalité. Mais si les gens commencent à pouponner et toi, tu es là encore à aller en boîte, bon je dis moi. Moi, c'était le contraire de ce que tu dis. Parce que moi, je pouponnais alors que mes copines terminaient, sortaient. Elles faisaient des bacs plus 5. Moi, je ne pouvais pas faire. Mais je crois que c'était vraiment une question de... en même temps, je reviens sur ce que Perle, tu disais par rapport au choix et à nos mamans qui menaient tout ça de front. Avec du recul, je me dis que si on m'avait expliqué ce que c'était avant, j'aurais vraiment fait mes enfants tard. Ah ouais? Donc, je préfère... Non, moi, j'aurais préféré faire plus tard parce que j'aurais eu peur. En fait, c'est vraiment la notion d'inconnu. J'ai pas fait comme toi, par exemple, à me dire, moi, à 30 ans, je veux mes enfants. Moi, je voulais me marier tôt. C'était clair. Moi, je voulais me marier à 22 ans. Donc, j'étais pas très loin. En fait, j'ai presque fait ce que j'avais dit, entre guillemets, mais je ne m'étais pas projetée maman. Je sais que je voulais être maman, mais j'avais pas, de plan sur la comète, justement parce que, plus jeune, j'ai toujours entendu les femmes parler de l'accouchement comme un drama, quoi, comme un truc hyper douloureux. Et moi, je suis frileuse à la douleur. Oui, en fait, on n'a pas grandi avec... et quand je suis tombée enceinte de ma fille, à l'hôpital, en fait, ils nous faisaient voir des films. Alors, ça va se passer comme ça. On sort le bébé, on le pose sur vous, etc. Keneni, ça s'est pas du tout passé comme ça pour moi. C'est le meilleur scénario. Mais en fait, on t'explique pas que c'est le meilleur scénario, que dans l'absolu, c'est comme ça que ça se passe, mais qu'il peut y avoir des aléas. Et en fait, tous ces aléas, comme moi, j'entendais les femmes derrière avoir peur, expliquer comment ça se passait au pays, et c'était assez dur dans ce qu'on expliquait, ça me donnait pas trop envie. Donc, j'avais une petite crainte, tu vois, et je me disais, je vais me laisser vivre, en fait, je vais me laisser, et ma fille est arrivée très rapidement, et donc, comme elle est arrivée, il fallait juste faire face. Donc, je me suis dit, je vais vivre pleinement cette grossesse. J'ai quitté l'emploi dans lequel j'étais parce que je devais changer et je me suis dit, je vais prendre quelques mois, je vais vivre ma grossesse. Et mon mari était OK avec. Donc, j'ai vécu ma grossesse à la maison, à mon rythme. Voilà. Et ça m'a permis, en fait, de me préparer, je pense, psychologiquement et d'accepter aussi le changement physique parce que moi, j'étais relativement jeune. Mes copines, elles vivaient, elles étaient toutes belles, toutes minces, machin chose. Et toi, tu commences à changer. Tes réalités, elles deviennent autres.
Et il y a tout ça qu'il faut, tu vois, intégrer. Et à une époque où, en fait, tout le monde veut se développer professionnellement, tout le monde veut, tu vois, moi j'ai tel objectif, t'as des Oprah, t'as des Beyoncé, t'as des Joël, t'as des Perles, t'as envie, mais non, mais tu vois, on est très axé sur soi. Et finalement, quand tu donnes la vie, c'est un moment que tu mets à part. Moi, j'estime que quand tu donnes la vie, quelque part, tu fais don de ton temps. Et de toi, tu vois, et de soi. Et donc tu vas être là. Et pourquoi les femmes font aussi moins d'enfants, des enfants plus tard? C'est aussi parce qu'elles veulent prendre plus de temps pour elles. C'est pas mauvais en soi, hein. Mais elles se donnent le choix de prendre plus de temps pour elles parce que souvent on a vu nos mamans courir partout et c'est compliqué. On se dit non, j'ai envie de kiffer ma vie. Qu'elle n'avait pas pour elle, oui. Exactement. Et je pense qu'il y a un petit mélange de tout ça qui fait que c'est bien. Quelque part aujourd'hui que nous on puisse se poser ces questions. De quoi j'ai envie en tant que femme? Oui, je veux être maman, mais de quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de prendre du temps? Tu vois, avec du recul, je me suis dit, moi j'aurais, si j'avais un peu plus réfléchi, je me serais dit, j'aurais pris 1 an au moins. Ça a changé 1 an. Oui, voilà, ça change pas grand chose. Ça change pas grand-chose. Mais dans la balance, aujourd'hui, quand je sors avec ma fille, les gens disent mais mes copines, elles me disent ta mère est jeune et tout. On a l'impression que c'est une petite sœur et on n'a pas l'impression que je suis avec ma fille. Et quand j'ai ma mère à côté, c'est pareil. Les gens sont surpris. Ah, c'est ta mère. Bah oui, c'est ta mamie. Bah oui. Et du coup, je me dis l'un dans l'autre, j'ai pas eu ça, mais j'ai une rétribution qui est différente et qui me va bien. Bien sûr. Tu vois, et je suis ok avec. Mais on peut faire, je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais si on renverse un peu le sujet. J'ai entendu, moi, des femmes, même dans mon entourage, qui ont fait des enfants tôt parce qu'elles voulaient être femmes. C'est très bizarre, mais parce qu'en fait, elles se sont dit, plus je les fais tôt, plus du coup, ils seront adultes, entre guillemets, et je serai encore assez jeune, et je vais récupérer la vie de femme. Pas faux. Et j'en ai eu, plutôt qu'il y avait cette démarche qui était un peu inversée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et est-ce que c'est possible, moi je me pose la question, est-ce que c'est possible que je récupère ma vie? Un jour, quel jour? Est-ce que, pour toi, justement, toi qui as fait un enfant tôt, on va dire, est-ce que tu as eu ce sentiment maintenant que tes enfants sont grands, tu te dis, c'est bien quand même, je récupère ma vie de femme là? En fait, moi, je ne vois pas comme je récupère. En fait, je l'ai vraiment vécu comme une continuité. C'est qu'il y avait un temps où je donnais du temps pour eux, et là, c'est du temps qui est pour moi. Ouais. Pour le coup, à contrario, j'ai pas envie de partir dans les couches. Parce que je suis en plein kiff. En fait, on grandit avec eux quand on les fait tôt. On grandit avec eux. Et quelque part, même si l'entourage ne fait pas la même chose que toi à ce temps T, quelque part, c'est vrai que tu deviens une femme parce que les problématiques que tu rencontres ne sont pas celles de tes copines. Ce ne sont pas leurs préoccupations parce que leur esprit est ailleurs. Et toi, tu es déjà en train de penser à ça. Donc, quand elles pensent à leurs gamines qui ont 7, 6, 8, etc., la mienne à la saison, je suis contente. Franchement, tu vois ce que je veux dire? Oui, quelque part, je récupère un peu. Et toi, Olivia, tout à l'heure, tu as dit, moi, je savais que c'était 30 ans. Donc, derrière, il y a quand même une idée de planification. Et je ne sais pas si vous voyez, mais dans un monde d'entrepreneurs, vous avez souvent cette idée du plan qui revient. Tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un plan pour ta vie. Et tu sais, et du coup, on vit sous plan. Est-ce que toi, c'était juste, tu nous as dit, je me suis dit, je voulais faire certaines choses avant, etc. Moi, est-ce que ça fait partie d'un plan aussi de carrière? Parce que est-ce que je fais ça maintenant, je fais ça après? Moi, en fait, il y a eu un ordre en fait, succinct. C'est que moi, je voulais me marier. Depuis que je suis jeune, depuis que j'étais petite, je dis, maman, moi, je veux me marier. Elle m'a dit, ma fille, t'es jeune pour aller. Oui, mais je veux me marier. Elle m'a dit, ok, très bien. Bon, elle devait dire, mais pourquoi elle me parle de ça? Parce que ma mère, elle m'a éduquée toute seule. Donc, je sais ce que c'est les réalités d'une maman qui est sur 2 fronts. Elle gère la casquette, l'éducation, elle gère la casquette, mais c'est pas facile. On nous comme éduquée seule. Et je lui dis, non, maman, je me marierai. Et quand je lui dis ça, tu seras fière de moi si je veux me marier. Une manière de dire que tu as réussi l'éducation de tes enfants. C'est une manière de dire aussi merci pour tout ce que tu as fait. Et voilà. Et donc je disais 25 ans. Bon, je me suis mariée à 27 ans, c'est pas grave. Je me suis mariée à 27 ans. Et c'est vrai que moi, dans le processus dans lequel je m'étais planifiée, dans la manière dont j'avais voyé les choses, je me disais, bon, mariage, après les enfants, après ceci. Bon, c'est vrai, c'est un peu, on tient quand même. Et la carrière, je dis à moi, c'est important dans ma carrière professionnelle. Mon épanouissement passe également, mon bien-être personnel passe également dans la carrière professionnelle. Il me disait, mais je t'encourage.
Ok. Mais quand il me dit je t'encourage, c'est une manière de dire ok, on verra, ça se trouve, ça peut encore évoluer, ça peut changer, et tu peux finalement te dire que non, toi tu dois plus maman, à la maison et tout ça. Non. J'ai essayé, j'ai vu que c'était pas pour moi. T'as essayé? Oui, au moins on essaie. Elle a testé. C'est pas être radical dans la vie. Je dis, bon, on va quand même essayer parce que bon, peut-être que ça va être intéressant. Et non, en fait, ça ne va pas. C'est pas petit. Non, c'est pas intéressant, mais. On entend le verdict. Non, c'est pas méchant. Et je respecte énormément les femmes mères au foyer qui gèrent leur foyer de main de maître et tout. Main de maître. Mais j'ai dit, ça, je ne voyais pas ça pour moi. Et je me suis dit, voilà, bon, quand est-ce que tu vas retourner au travail? Et avec mon mari, pareil, on a planifié. Parce que tout le temps, moi, quand j'ai des projets, je l'entends toujours tard parce que c'est important. Et donc, je lui dis, non, moi, je veux quand même le temps de prendre du temps avec ma fille. C'est une première, il me faut du temps avec elle. Il dit, ok, quand tu te sentiras prête, tu me diras. Je dis, ok. Et quand j'ai senti qu'elle commençait déjà à grandir, qu'elle commençait à faire ses premiers pas, marcher, parler, je me suis dit, là, c'est bon. Je suis prête. Ça a pris quand même 1 an. Et je suis pas retournée au travail tout de suite. En général, on veut faire le deuxième à ce moment-là. Non, franchement, non. J'ai dit, franchement, 1 an, c'est bien. Voilà, elle commence à être autonome. Moi, j'ai besoin, par contre, de retourner dans mes activités. J'ai dit, là, c'est bon. J'ai dit, ok, très bien. Et ça s'est fait comme ça, progressivement. Et pour la deuxième, c'était autre chose, parce que c'était le confinement. Voilà. C'était encore autre chose. Elle est née en plein confinement, elle est née, l'hôpital n'avait pas droit aux visites, c'était compliqué. Ouais, pas évident. C'était compliqué. Donc du coup, elle aussi, on a pris le temps. Et après, j'y suis retournée, mais là, du coup, on télétravail, il y avait des choses qui étaient déjà aménagées, une autre manière de penser, une autre manière de faire du business aussi. Voilà. On était obligé de se diversifier et en même temps de s'étendre sur la toile, parce que justement, physiquement, on ne pouvait plus l'événement. Bien sûr. C'est un peu particulier, hein. Je vais me tourner vers Noélie. Noélie, est-ce que... Moi, j'aime bien prendre le sujet, je le tire dans tous les sens. Dans tous les sens. Non, mère après. Est-ce qu'il y a des moments, toi tu gères un collectif, par exemple, avec de l'entraide entre femmes, est-ce qu'il y a des moments dans toutes tes activités, là, tu t'es dit, non, là, la mère va passer après. Je vais faire passer... Parce que là, on a le sujet, bien sûr, avec dans comment on construit son parcours, femme d'abord, mais après, tu es mère. À quel moment tu dis non, je serai mère après? D'abord mes activités professionnelles, après mon fils. En fait, je pense que je ne me dis jamais je serai mère après. Je ne me dis jamais ça parce que mon fils est là, c'est le quotidien, je me lève, j'entends sa voix. Enfin, il doit dire, je sais pas, 100 000 fois maman dans la journée. Donc, en fait, à aucun moment, je me dis mère après. Par contre... il y a des moments en fait où je me dis, j'arrive à séquencer quand même ma journée en fait. Et donc il y a des moments où je me consacre uniquement au collectif, donc ça va prendre 1h, 1h30 de la journée. Il y a des semaines où ça va être beaucoup plus, mais à aucun moment je mets le rôle de maman à part. Jamais. En fait, il est tellement en moi que même quand je suis pas physiquement à côté de lui, j'ai toujours cette casquette en moi en fait. Je n'arrive jamais à me dissocier de ce rôle-là. Après, c'est sûr que quand il n'est pas à côté ou que je pars en vacances avec des amis ou il m'arrive souvent de partir au Congo seul, il n'est pas avec moi et tout ça, forcément, je n'ai pas le rôle de maman parce qu'il n'est pas à côté, je n'ai pas à gérer le petit-déj et autres, mais je me sens toujours maman en fait. Non, mais depuis, même pas, depuis le jour où j'ai su qu'il était dans mon ventre, j'ai toujours ça en moi, ça ne se décolle pas. Ça ne m'a plus jamais quitté. Alors, tu fais jamais comme moi. Mais c'est ça qui est beau. Professionnelle, et puis elle te parle et tu dis après. Mais tu fais ça, mais c'est toujours maman, tu vois. C'est vrai. Quand tu es en réunion et tout, confinement, typiquement, on est là, tac, il passe en réunion, les collègues voient, il est en pyjama. Je veux dire, même si tu dis chut, mais ça ne part jamais en fait, t'es toujours maman à ce moment-là. Mais oui. Il y a des fois, moi, et puis c'est même quand tu dis chut, là c'est là encore qui monte. Mais c'est ça, il parle encore plus. C'est là même qui chuchote, qui te dit non, mais en fait, non, mais non. Des fois, vous mettez quand même, rassurez-moi les filles. Attends, je vais te sauver. Je vais te sauver, j'arrive. C'est un principe de côté, par exemple. Complètement. Moi, je fais de la visio, je travaille en visio. Et donc, elle arrive, elle me parle derrière l'ordinateur, derrière l'écran. Je peux manger un cordon bleu. Et je dis non, là c'est trop gras. Je dis, là je suis plus mère, je suis pro, laisse-moi.
mais bien sûr que on le fait, mais quand tu dis le chute, tu dis à qui? C'est ça, c'est vrai. Ils sont toujours là, en fait. Ils sont toujours là. Je sais même pas si le CDI, ça correspond à ce rôle. C'est au-delà du CDI. C'est-à-dire que, enfin, ils sont là, quoi. Moi, d'ailleurs, le jour où j'ai accouché, je me souviendrai toujours, j'ai versé une larme, pas parce que j'avais mal ou quoi, c'est parce que je me suis dit, la responsabilité tu as signé pourquoi, là, en fait? Et j'ai réalisé d'un seul coup, et ça m'a trop d'émotions, parce que, bon, voilà, une césarienne, beaucoup d'imprévus le jour J, mais je me suis dit, mais quelle responsabilité! Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a un problème, c'est toi qu'on appelle. Il y a une joie, c'est toi qu'on appelle. Et demain, il veut faire, je sais pas, une école qui va coûter 10 000 €, il va se tourner vers toi. Enfin, tout, c'est toi. Et en fait, j'ai senti le mot responsabilité sur ma tête, et j'ai dit, ah, waouh! C'est énorme, en fait. C'est énorme, parce que, je veux dire, je travaille à côté, mais c'est juste un titre. C'est pas moi. Je peux faire ce que je veux. Même, je fais le collectif Entre Elles. Je peux arrêter de le faire, mais je n'arrêterai jamais d'être la mère de Kezia. Et ça, c'est incroyable. Donc ça quitte pas. Ouais. C'est en soi. C'est une vraie pression de te dire qu'il y a un être vivant qui dépend de toi. Qui dépend de tu travailles un petit bout, tu fais quoi? Alors, comment on fait? Et puis là, en plus, on dit maman, il y a des moments de doute. Il y a des moments où je me dis, est-ce que j'ai été trop dure? Est-ce que j'ai été trop laxiste? Est-ce que je suis assez câline? Est-ce que je lui dis assez je t'aime? Il y a des moments... Enfin, moi, j'habite dans une ville où, par exemple, dans sa classe, il n'y a pas beaucoup de jeunes issus de minorités visibles. On peut dire ça. Voilà. Et il est revenu un jour en me disant, oui, j'aimerais avoir les cheveux... voilà. Comme un de ses copains, ils mettent le gel et tout ça. Donc, il a fallu expliquer que non, en fait. Tu t'appelles Léa Kezia, donc c'est pas d'origine bretonne, déjà, voilà. Donc, voilà. Je veux dire, tu as un nom à consonance tac, tu viens du Cameroun, tu viens du Congo, donc tu n'auras jamais les cheveux de cette texture-là, mais il faut que tu sois... c'est ton identité, donc sois fière de ça. Voilà, et je lui ai dit, on va faire un test. J'ai mis le gel sur ses cheveux, et j'ai dit, c'est pas le même rendu, tu vois, parce que toi, tu as les cheveux crépus, et parce que toi, tu es Kezia. Et donc, c'est comme ça. Et ces moments-là, tu prends la casquette et la responsabilité de diriger ton enfant vers un truc. C'est aussi beau, mais quand tu te retrouves seule, tu dis, bon, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai trouvé les bons mots? Récemment, c'était sur l'homosexualité. On en voit à la télé tout le temps. Ça devient un sujet qui rentre dans notre quotidien. Comment expliquer l'homosexualité à son enfant? Et ne pas en faire un tabou, parce que moi, je suis contre les tabous. Après, c'est personnel. Mais dire que, voilà, écoute, aujourd'hui, dans une société où il y a deux hommes qui s'aiment, deux femmes qui s'aiment, c'est comme ça, il faut respecter, c'est leur choix, tout ça. Enfin, il y a tellement... Et en plus, parfois, c'est en contradiction avec la religion, parce que... voilà, de famille chrétienne, voilà, je lui ai dit pareil, dans la famille, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, parce que voilà, moi, j'ai des tantes, des oncles qui te disent, jamais. Mais bon, voilà, tout ça, il faut l'expliquer à l'enfant. Et la responsabilité d'être mère, mais c'est incroyable. Le fait qu'il faut faire des grossesses tardives, parce qu'il faut être en capacité. Moi, je pense qu'on est comme un directeur de projet. Ah, ça. Moi, je suis d'accord avec vous deux, Joël et Noélie. Parce que je pense que autant on ne se départit pas de notre rôle de maman, autant il y a des moments en séquence sa journée. Et moi, je ne pourrais pas me départir du rôle de maman. Fondamentalement, je reste maman. Et donc, dans ma journée, j'intègre qu'il y a des moments, voilà, la porte va s'ouvrir et il y a quelqu'un qui va me demander ce qu'il mange. Quoi. Il y a quelqu'un qui va me demander qu'est-ce qu'il prend. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on prend au goûter aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend au goûter. Et en fait, le fait d'intégrer comme ça toutes les casquettes, je me sens un peu en mode Shiva. Je trouve ça super valorisant. Mais pour autant, j'ai toujours dit à mes enfants, et depuis qu'ils sont tout petits, maman, pour être bien, il faut qu'elle soit bien seule. Pour être bien, maman, il lui faut du temps. Donc, quand ils étaient petits, surtout quand j'étais dans mon ancien métier, on peut revenir dessus, dès que j'arrivais, ils avaient... le mot d'ordre, c'était 15 minutes, je suis tranquille. 15 minutes, vous me laissez tranquille, etc. Et en fait, avec le temps, ils ont intégré que maman, il y a des fois, elle sort avec ses copines. Là, maman, cet après-midi, elle a de focus. Personne ne va l'appeler parce que c'est le moment de maman. Et mon mari, c'est pareil. Je t'aime beaucoup, mais il y a des moments qui sont pour moi et pour moi toute seule. Parce que, oui, clairement. Parce que dans ce moment-là, je me reconstruis, je me ressource pour revenir dans la meilleure version de moi, pour avoir tu vois, ne pas avoir la frustration de certaines mamans qui vivent H24 avec leurs gamins et après, les vivre comme un boulet. Moi, je sais que ça va me poser problème. Du coup, j'ai besoin de ces temps-là. Donc, je fais les deux. Je gère des projets. Il y a des moments, c'est le projet Lucem Digital, donc ma société de social media qui est en top, tu vois. Et je sais qu'à 4 heures, Lucem Digital va peut-être baisser un peu d'intensité et va passer à 40% parce que c'est l'heure du goûter, tu vois.
vois. Et en fait, je séquence et ce truc-là, ce mélange me donne de l'équilibre à moi. J'ai besoin de tout. J'ai besoin des trois. C'est bien, c'est d'arrêter de se sentir coupable de prendre du temps pour soi. Exactement. Moi, je suis un peu plus radicale, c'est-à-dire que moi, une fois par an, je pars 4 jours, sans Seul. mari, sans enfant, en copine. Je dis, je m'en vais, tu gères les gamins, les trucs, le bidule, moi, je me casse. Exactement. Et franchement, ça fait du bien. Quand je rentre, je suis ressourcée, je peux aller repartir en mode Shiva, gérer les enfants, les machins, le bidule. Mais sans ça, avec la pandémie, moi, j'ai cru devenir folle. Franchement, j'ai pas eu ma coupure annuelle où j'ai vraiment mon moment à moi, comme Dieu est sorti. Mais ça, par exemple, culturellement, c'est pas passé. Au début, on a eu mon mari a eu une réflexion mais assez virulente en disant mais comment ça une femme mariée sort comme ça ses copines, elle laisse ses enfants, elle laisse le mari gérer les enfants. Comment ça en bas âge en plus, enfin bas âge, vous avez moins de 10 ans, tu vois, donc forcément moi je dis oh, non, mon mari tout ok, il me voyait parce qu'il voyait que quand je rentrais que j'étais toute toute requinquée, toute souriante, toute vas-y je passe la vaisselle en mode sourire, en temps normal tu aurais balancé une assiette, oh regarde ça. Non, mais on se donne ce droit-là, ce choix-là, cette liberté, j'en viens toujours à la liberté parce que même si il y en a qui vont parler, il y en a qui vont faire des réflexions et tout, tant que toi, dans ton couple, t'es limite, quand tu vois ton mari, vous vous asseyez, vous planifiez, vous discutez, c'est très important. Oui, c'est important. C'est un vrai... Un travail d'équipe. Le problème, c'est que dans notre culture, on revient toujours à ces mêmes problèmes-là. Il y a toujours des problèmes de communication. Et ça, c'est pas bon. La communication dans toute chose, au travail, à la maison, partout, la communication, c'est important. Parce que sinon, on crée des frustrations internes là. Et quand ça sort, ça explose, c'est pas bon. Alors les filles, vous me donnez la transition parfaite, parce que vous allez embrayer sur la deuxième partie, qui est être une femme épanouie pour être une bonne mère. Et si votre sujet était abordé dans la prochaine émission Focus Sur, une fois par mois, Perle, Joël et moi co-animons l'émission Focus Sur. Avec 3 autres femmes d'exception, nous abordons des sujets inspirants, des sujets qui vous piquent, des sujets qui vous font réagir, des sujets qui vous font du bien, mais également des sujets qui vous divertissent. Nous avons un mois pour sélectionner ensemble le sujet de la prochaine émission Focus Sur. Et pour vous remercier de votre superbe contribution, nous vous offrons le livre de poche Les phrases inspirantes de Focus en version e-book. Alors, à vos claviers pour vos propositions de sujets. Et qui sait, vous ferez peut-être partie des prochaines invités Focus Sur. Tous ces sujets sont abordés pour booster la femme, la mère ou la pro que vous êtes. Nous avons vraiment hâte de vous lire. Sortir de sa zone de confort. Et si plutôt que de sortir de sa zone de confort, nous le remplacions par élargir sa zone de confort. À toutes les femmes, les mères et les pros qui ont à cœur d'atteindre un objectif, quel qu'il soit, et qui sont envahis par le doute, la peur et autres barrières limitantes, qu'elles soient financières, physiques ou mentales, commencez par faire un petit pas. Là où vous êtes, comme vous êtes et avec ce que vous avez. Même si et surtout si vous considérez que ce que vous avez n'est pas assez. Parce que oui, c'est déjà assez d'en prendre la décision. C'est déjà assez de réfléchir à comment faire ce premier pas. Et c'est déjà assez d'essayer. Ce ne sera pas comme vous souhaitez au début. Ce sera même loin de l'être. Mais vous verrez où, quoi et comment ajuster ce premier résultat. Et vous ferez mieux la prochaine fois. Si ces mots résonnent en vous comme ils ont fait écho en Joël, Perle et moi, alors les lignes que vous lirez dans le nouveau numéro de The Focus Magazine vous donneront le coup de boost nécessaire pour adopter la politique des petits pas. Ces lignes également écrites par des femmes d'exception. Et justement, c'est déjà ce dont vous parliez. Hier, vous disiez qu'elle partait comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? On se croit où là? On part comme ça. Et donc dans cette deuxième partie, justement, c'est le fait de dire, est-ce qu'on peut vraiment être une bonne mère si on n'est pas une femme épanouie? Est-ce que la maternité est source d'épanouissement total, ou est-ce que justement il faut nourrir, j'ai envie de dire, la femme qu'on est, parce que bon, on est quand même quelqu'un avant d'avoir ses petits-enfants. Heureusement. Et donc, c'est l'idée de savoir, est-ce que vraiment, est-ce qu'on doit être une femme épanouie, et comment vous faites, vous, pour nourrir, alimenter cette femme
pour après justement sourire devant la vaisselle. J'adore. J'ai l'image. Quelle belle métaphore. J'adore. Franchement, moi, je vais me lancer. Dis-nous, avec tes recettes. Bah, moi, je pense que certaines femmes se nourrissent de la maternité, de la parentalité, et j'en connais, pleinement épanouies, H24 avec les enfants, sorties, week-end, vous allez, on est parti en vacances avec des amis, je leur dis, bah, moi, il me faut un après-midi seul avec mon mari, vous gardez les gosses, et en inverse, elle me dit, oh non, il n'y a pas besoin. Je suis au Seigneur comme elle fait. Mais en fait, elle est pleinement épanouie dans ça. Moi, je ne peux pas. Moi, il me faut mes temps parce que je pense que justement, il faut que je nourrisse mon être. En fait, mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et ce que j'ai pour le donner, il faut que j'ai quelque chose à donner. Et pour avoir quelque chose à donner, il faut que je nourrisse ma personne. C'est comme une plante. Tu l'arroses pour qu'elle s'épanouisse, elle éclose dans ton jardin et qu'elle soit belle. Et de la même façon, pour nourrir ma personne, il faut que j'ai afro-féminine, que j'ai mon petit monde à moi, que j'ai un microcosme qui m'appartient. Et ça me nourrit. Et quand je reviens dans le cercle familial qui est vraiment ma base, mais je pète la forme. Et puis, justement, tu vois, comme je suis bien, je peux donner le meilleur, je vais prendre assez de recul, je vais être vraiment bien disposée, alors que si je passais H24 dans ça, mais je serais invivable. C'est impossible. Moi, j'ai fait 17 mois à la maison avec ma fille. Après, tous les soirs, en fait, quand mon mari rentrait, il était tenu de me raconter sa journée pro. Assieds-toi, tu sais. Les plus qui connaît tous les collègues, tous les patrons. Alors, il a fait quoi aujourd'hui? Et là, je me suis dit, mais Dominique, qu'est-ce que tu deviens? C'est plus bon, là. Oui, mais ça marche pas. On te perd. Retourner bosser. On te perd. C'est dur. C'est vrai, donc toi, tu as créé ton petit monde à toi. Voilà, tu y vas, tu te réfugies, puis après tu reviens dans la base, dans la famille. Et vous, les filles, Olivia? C'est intéressant ce que tu dis. Oui, maman, c'est un peu préparé aussi. C'est la même chose. Mon mari, je sais que lui, il a compris que j'avais besoin aussi de... Il y avait la famille, mais j'avais besoin aussi de mon temps à moi, où je prends aussi une petite journée. J'appelle mon midi, alors je sors avec mes copines, on va au restaurant, on fait notre petite journée. C'est très, très... Quand on revient, on est vraiment... Détendu. Comme ça, on était parti, on avait coupé pendant au moins quelques jours, mais en fait, non, on est parti juste une journée, mais ça fait du bien. On revient, les batteries sont ressourcées, et puis voilà, on repart. Tu disais au début d'émission, ton mari, tes enfants, ils sont au pas, comment ça se passe? En fait, moi, mes enfants, depuis tout petit, moi, avec mes filles, j'ai jamais parlé des langages des bébés, toujours parlé. C'est-à-dire que moi, je mettais des mots sur tout. Exact. Mais son bébé, ce qu'elle comprenne, oui, elle comprenne très bien, ne vous inquiétez pas, depuis le ventre, même, elle comprenait. Donc, on leur parle. Et c'est vrai qu'elles ont parlé très tôt. 8 mois, les premiers... par exemple, la dernière, elle a dit se dire son prénom à 7 mois. Elia, c'est pas compliqué d'un prénom, mais voilà, elle arrivait à dire son prénom parce qu'elle l'entendait beaucoup et on lui parle beaucoup. Donc, elle a su le dire et à 1 an et demi, elle parlait déjà. Donc, je parlais à mes filles et donc on a des vraies conversations. C'est pas des conversations de bébé, on a des vraies conversations, des vrais sujets. La plus grande, elle s'intéresse à énormément de choses, donc elle pose beaucoup de questions. Elle dit très bien, je dis regarde, tu grandis, tu as 6 ans, donc en fait, ta chambre, maman n'a plus besoin de ranger ta chambre. Ta chambre, tu peux la ranger toute seule. Maintenant, je vais t'aider. Maintenant, je vais t'aider là où je vois où tu as des petites problématiques. Mais le cœur du travail, tu peux le faire. Voilà. Ah mais maman, mais je saurais pas. Si, tu vas savoir. Viens coacher mon fils. Je t'explique, tu vas trouver. Non, mais si, tu vas savoir. T'inquiète pas, tu es une championne. Je l'ai valorisé. Tu es une championne, c'est toi la best. Toi et ta soeur, regarde. Quand tu sais pas, ta soeur, elle te regarde. Tu es un modèle pour elle aussi. Donc si toi, tu fais mal, elle va faire pareil, ainsi de suite. Ah oui, maman, c'est vrai. Ah oui, maman, je crois que je t'écoutais un peu plus souvent. Je dis, ah oui, parce que si toi, tu m'écoutes pas, ta soeur ne t'écoutera pas non plus, parce qu'elle verra que toi, tu n'écoutes pas, maman. Ah oui, maman, t'as raison. Et maman, ça marche que tu m'as dit. Ah bah voilà, on y va. Et donc, du coup, elle est très demandeuse. Maman, je peux t'aider à faire la vaisselle, maman. Alors, je dis la vaisselle, non. Mais après, tu peux mettre... On va y aller doucement. Par contre, tu mets les assiettes dans l'évier. N'oublie pas qu'on est filmé, on va t'envoyer SMS pour se maltraiter. C'est à toi les services sociaux. Par contre, tu peux mettre les assiettes, tu regardes, tu débarrasses la table, tu mets les assiettes dans l'évier. Maman, après, elle a...
À un moment, quand tu m'apprendras, je dis oui, je t'apprendrai, t'inquiète pas. Étape par étape. Tu les responsabilises. Voilà. Et la dernière aussi, pareil. Elle enlève son manteau. Elle sait où elle doit le mettre sur le porte-manteau. J'adore. Les chaussures sous le lit. Ça marche ou J'ai pas envie de là venir chez Olivia. Vraiment. J'ai envie de voir ça. Mais j'ai dit, mais mon mari, il dit, mais toi, tu crois qu'avant. J'ai dit, oui, c'est pas grand-chose. Pour toi, t'as l'impression que c'est pas grand-chose. C'est énorme. Bien Ça sûr. fait gagner du temps, en Bien fait. sûr. Ouais. La charge mentale. Ah oui, la fameuse. Oui, c'est ça. Sans moi, Non, tu peux être épanoui avec une organisation. mais c'est clair. Donne envie. Ça fait des dessins animés avec Cendrillon, la paix magique. À un moment donné, j'avais l'impression en fait que je m'en sortais plus. Je disais, Bah ouais. En fait, je fais tout ça, mais en fait, non. Si tu responsabilises un peu Chacun, chacun, ouais. Complètement. Mais ça, je tu suis seras un peu légère. Quoi. Mais c'est une team, hein. Ouais. C'est une équipe. C'est une équipe. Et puis quand tu parlais tout à l'heure, mère avant, femme d'abord, mère ensuite, mais dans les situations de vie, qui donne des conseils à ma fille, c'est en tant que femme que je donne. Je suis pas seulement sa maman, c'est l'expérience de femme que j'ai acquise qui fait que je peux être de bons conseils pour elle et qu'après elle me dise mais, purée, mais t'avais raison. Je vais faire ce que tu fais. Et moi je trouve que c'est chouette ça parce que on est des modèles pour on est des miroirs pour nos gamines et même pour nos fils, parce que nos fils aussi, au travers de nous, ils apprennent qu'une femme, elle a des envies, elle est libre, elle peut vouloir faire ci, elle peut très bien vouloir se construire individuellement, mais bien construire son couple en parallèle. Tu vois, on essaie de déconstruire cette dualité de femme, tu peux pas faire ci parce qu'il y a un mari, parce qu'il y a un couple. Tu vois, et finalement, c'est une société qu'on éduque, c'est une mini-société. Et moi, je trouve que c'est hyper sain d'être une femme d'abord. Moi, Ah, donc toi, tu votes pour faire. On va faire un vote à la fin. Chacun va voter Et pour la puis partie. surtout, des fois, on entend des choses, oui, femme, homme, non. Il ne faut pas qu'on rentre dans des faux débats, des faux sujets et des fausses batailles. L'homme et la femme sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir, oui, alors moi, non, on est complémentaires. Ça veut dire que toi, tu viens en tant que femme, tu apportes quelque chose à ton mari. L'homme qui vient dans ta vie vient aussi t'apporter quelque chose. Vous êtes une team, comme tu disais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des rapports de force. Ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur les forces que vous avez et avançons ensemble. C'est ça, en fait. Moi, souvent, ce que je dis ça, c'est souvent ça parce que c'est vrai qu'on entend « Oui, mais nous les femmes, oh, mais nous les hommes ». Au final, en fait, on va vivre ensemble ou pas? c'est le sujet du moment. Oui. On va vivre ensemble. Mesdames, vous avez entendu. L'homme apporte. L'homme apporte, oui, femme apporte. Oui. Donc les zéros. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Elle n'entend rien. Les zéros, on n'en veut pas. Ceux qui n'apportent pas et qui enlèvent. Ça, c'est un problème de casting. Ça fait l'objet d'une émission. Hein. Ça, c'est un problème de casting. Ils sont nombreux, hein. Les mecs qui enlèvent, c'est pas ceux qui apportent les zéros. Ouais, c'est vrai. Les mois alors. C'est négatif. Ouais, il y en a qui, en fait, il y a des personnes qui pompent ton énergie, en fait. Tu sors de là, tu te dis, waouh, j'ai plus rien. Le casting. Voilà. Elle a tout dit, Olivia. On cherche les multiplicateurs, pas les soustracteurs. Voir les diviseurs. Alors, Noélie, la recette de femmes et familles. Ouh là là. Alors, cette histoire d'épanouissement, moi je pensais, justement, je fais partie des femmes qui pensaient que la maternité allait suffire à me sentir épanouie. Voilà, donc je me disais, voilà, je vais être maman, parce que justement, je disais tout à l'heure, je me sentais tellement belle pendant la grossesse, tout s'est très bien passé. Premier couac, l'accouchement n'était pas, je pensais arriver, accoucher par voie basse, finalement, bah non, aléa de la vie, c'est une césarienne qui arrive, donc premier choc en fait, avec mon planning en guillemets, je me dis, ah bah c'est pas comme ça, ok. Ensuite, pareil, je pensais, j'ai beaucoup idéalisé l'allaitement. Mais on vous dit pas assez, mais c'est là que ça se passe. Dis-nous, c'est là que ça cuit. Oh là là, mais c'est là que ça se passe. C'est pire que l'accouchement. Non, mais moi, l'allaitement, j'ai trouvé ça incroyable. C'était une étape. C'était pire que la C'est traumatisant. Ah, et du coup, on a la maman et la belle-mère qui dit non mais tu vas y arriver, tu lâches pas, il doit être allaité. Ton corps te dit tu peux pas, c'est trop dur. Et en même temps, moi, ayant vécu une césarienne, je vivais comme si on m'avait arraché la maternité. Donc je voulais me prouver à moi-même que je suis une maman et qu'une maman elle doit allaiter. Alors qu'il y a des mamans qui auto-pression en fait. Et donc du coup, je me suis battue à allaiter au point où je l'allaitais vraiment longtemps aussi parce que je pense que ça me rassurait quelque part.
Donc du coup, voilà, déjà donc l'épanouissement que je pensais, parce que pour moi c'était je reste 3-4 jours, je sors au taquet, je suis en jean, Beyoncé, et là je me pavane, mais en fait non, un mois après j'étais comme ça, et tu te dis mais en fait le plan là il était comment en fait, c'était pas ça le plan, voilà, donc du coup l'épanouissement n'est pas arrivé tout de suite, et pareil, c'est pour ça que je me suis sentie femme 1 an après, parce que ça m'a pris du temps de reprendre. Après moi j'ai très vite maigri, parce que je me mariais au même temps, à la mairie je me suis mariée, j'étais enceinte de 5 mois et demi, et à l'église je me suis mariée, Kézia était née, donc ça faisait 3 mois que je venais d'accoucher, donc 3 mois après je fais l'église, donc dans ma tête il fallait que je rentre dans le 36, j'étais au taquet, donc trop de challenges en même temps, et j'ai maigri, j'ai perdu mon poids tout seul, bon voilà, fallait que j'aille. Et en fait c'est vraiment 1 an après que je me suis dit bon écoute, tu peux pas être maman parfaite, parce qu'en plus pendant 1 an tu sens le lait. Quand on t'appelle, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on est enceinte, les gens appellent en disant comment tu vas. Quand tu accouches, on dit comment va le bébé. Toi, on ne te pose plus la question de comment toi tu vas. Donc tu t'oublies en fait. Donc dans l'existence des gens, c'est ton fils avant toi. Et ça aussi, il faut l'accepter, il faut le vivre, il faut retrouver son couple, il faut retrouver ses amis. Tu as raté 1 an où les copines ont vécu des choses. Donc voilà. Et là, du coup, il faut te réintégrer à cette vie sociale. Il y a tellement d'étapes. Donc du coup, l'épanouissement, voilà, il n'a pas été au rendez-vous en tant que mère. Et là, je me retrouve à repartir au travail. Je sais pas trop, les auréoles parce que le lait coule. Il y a tellement de choses qui se passent. Et je me dis, mais je me pose et je me dis, mais en fait, Noélie, tu es qui? Est-ce que tu es maman? Est-ce que tu es la femme d'eux? Qui tu es en fait? Et là, je pense que ça m'a beaucoup rapprochée de ma mère. Moi, j'étais très proche de mon père enfant, et en fait, la maternité m'a rapprochée de ma mère parce que j'ai compris ce qu'elle vivait. Elle a eu 5 enfants, tout ça. Et ça a commencé à me rapprocher aussi du Congo, de qui je suis, d'où je viens, où je suis née. Et pareil, j'ai commencé à plus parler avec mes cousines, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que les femmes vivent tellement de challenges. La pression de la société sur tu dois être superwoman, on t'attend sur la vie pro, perso, partout. Tu dois être partout. Donc la super maîtresse, la super maman, la super copine, tout doit être nickel. Mais ce n'est pas possible. Moi, il y a des jours où je me retrouvais, le lait coule, je ramasse au bout de 5 minutes. Je ne cours pas pour nettoyer parce que non, en fait, je ne suis pas un robot. Et donc, il a fallu accepter, s'accepter. Et c'est là en fait que l'épanouissement est arrivé. C'est quand j'ai compris que je suis une femme imparfaite, et que c'est ok aussi. Mais que c'est ok aussi, que tu peux être jolie et imparfaite, intelligente et imparfaite. Et donc quand j'ai compris ça, je me suis dit je suis bien, je suis en paix avec moi-même, j'assume. Donc il y a des jours où je mets le rouge à lèvres, demain je mets pas, c'est pas grave. Je continue, je suis quand même Noélie. Il y a des jours où mon fils il va avoir le pantalon, il est pas bien froissé, il est un peu froissé, mais c'est pas grave. Il est quand même, enfin voilà. Et donc c'est là que l'épanouissement est arrivé. C'est là que le collectif Entre Elles a été créé. C'est là que j'ai commencé à publier des nouvelles sur mon blog, sur Facebook. Et c'est là en fait que j'ai commencé à m'ouvrir au monde. Et justement, et c'est là que l'épanouissement était au rendez-vous en fait, parce que j'ai réussi à accepter mes failles. Je me suis sentie forte en acceptant mes failles justement. Et c'est là que je me suis dit, bah oui, je suis maman, mais en même temps je gère le collectif, en même temps je parle à des femmes, en même temps je suis la fille de ma mère. Moi je mets souvent fille d'Elisabeth, parce que pour moi c'est une identité. Je suis cette femme-là parce que je suis la fille de cette femme-là. Et donc du coup c'est là que petit à petit je me suis sentie bien en fait dans ma peau de femme, de maman, de sœur, d'amie, et ainsi de suite. Voilà, l'épanouissement s'est fait bien après l'accouchement dans mon cas. C'est intéressant le fait que tu pensais en fait que c'est la je pensais que c'était automatique, oui. Cet épanouissement. Mais en fait, non. C'est quand j'ai réussi à composer les différentes choses et quand j'ai réussi à comprendre aussi que la maternité, c'est pas le tableau qu'on nous dépeint. Tout n'est pas parfait, en fait. Exactement. Voilà. Non, c'est pas parfait. Non, c'est pire. Nos mamans ne disent pas, nous pas tout dit. Non. J'ai ma mère, mais pourquoi mais quand tu lui dis ça, elle te dit, mais si je t'avais dit, tu aurais fait. Oui, c'est ça. Il ne veut pas savoir. Il veut mentir. Vous n'avez pas entendu dire, quand tu seras mère, tu vas voir. Oui, c'est vrai. Mais nous, on pense que c'est vrai. Voilà. La mère qui m'a dit, quand tu vas être mère, tu vas voir. Tu comprendras.
Ouais. C'est une parole de souffrance quand même. Oui, mais en fait c'est une parole de souffrance, mais c'est surtout une parole de non-dit. Oui. Et je crois que toute la différence entre peut-être la génération de nos mamans et nous. Alors moi j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a toujours beaucoup parlé. Depuis que je suis toute petite, on a des vraies conversations dont certaines ont été comprises bien plus tard parce que les mots n'étaient pas vraiment à ma portée ou le sens n'était pas à ma portée. Et je pense que le vrai challenge pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas faire pareil et d'avoir un discours plus franc, quoique le niveler au niveau de l'âge de l'enfant, mais d'avoir un discours plus sincère, plus vrai avec nos filles, avec nos fils, pour que même s'ils ne comprennent pas tout de suite, mais que demain, tu sais, ça revient. Tu sèmes en fait. Donc, et c'est intéressant ce que tu disais, Noélie, parce que moi c'est pareil, j'étais très proche de mon père, on a un rapport fusionnel pendant très longtemps, et quand je suis devenue maman, il y a eu un déclic. Bien sûr que j'aime ma mère, on discute et tout, mais j'étais vraiment fille à papa, je suis toujours fille à papa. Mais il y a eu un déclic avec ma mère parce qu'en fait, je me suis identifiée. Je me suis dit, mais voilà. En plus, en société au Congo, on te vend la dureté de la vie de couple, on te vend la dureté de l'accouchement. Tout est dur. Du coup, oui, c'est ça. On a beaucoup de mots supportés. Et moi, ça m'exaspère. Et quand tu arrives en milieu occidental, tout est beau, aseptisé. Tout est beau. Et tout est tellement aseptisé. Le couple, c'est magnifique. Il n'y a pas de fou dans la rue, il n'y a pas de handicapé dans la rue. Tout est bien à sa place. Les malades, ils sont à l'hôpital, etc. Et donc, même pour l'accouchement, on te vend ça. Bien sûr. Le film qu'on te vend, c'est un film type. Personne te dit qu'il y a une probabilité que ça se passe autrement. Donc, tu y vas, la fleur au fusil. Et quand ça se passe pas pareil, t'es en mode burn-out, t'es en mode dépression. En fait, il y a un trop gros choc. Tu vois, donc il y a un peu des dents. Je me dis finalement, peut-être qu'on gagne à faire dans la com et à être beaucoup plus explicite sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse. Et c'est pour ça que De Focus ou d'autres médias comme ça sont intéressants. Parce qu'en fait, on peut se raconter, sachant que les problématiques que nous on a sont aussi racisées à certains égards, parce qu'elles rentrent dans la culture. Et donc nos enfants vont pouvoir avoir des modèles qui leur ressemblent, des miroirs auxquels ils pourront s'identifier et se dire il y a des femmes avant moi qui ont pensé voilà ce qui a été dit, voilà comment quel levier elles ont mis en action pour tu vois, alors qu'avant on n'avait pas ça. Mais est-ce que justement, tu vois, là, tu as utilisé le mot, le fait qu'on ait justement deux cultures quelque part. Est-ce que le côté épanouissement de la femme, est-ce que tout le monde l'a bien compris? Tout à l'heure, elle disait déjà que ça n'avait pas été bien pris, le fait qu'elle puisse partir quelques jours avec ses amis. Mais est-ce que dans votre entourage, ça a été bien compris ou bien accepté? On va dire le côté je dois être épanouie. Parce que ça, c'est un discours, on va mentir, très occidental. Oui, bien sûr. L'épanouissement, bien sûr, totalement. Ma mère ne cherchait même pas d'épanouissement. Enfin, oui, c'était pas l'heure du jour. En plus, tu veux des enfants, mais t'assumes. L'épanouissement, en plus, quand on devient mère, est encore différent. Parce que, du coup, moi, je sais que par exemple, mon accouchement, c'était chaud. C'était chaud. Là, tu prévois tout, mais finalement, ce soit comme prévu. C'était chaud. Ma fille, elle est arrivée, elle est arrivée avant. Donc, elle était un petit prématuré, la première. Et donc, tu as le temps de tout préparer. Tu es là, bref, j'arrive à l'hôpital, limite en catastrophe. Et c'est surtout que on est entre la vie et la mort. C'est-à-dire que moi, je vais mourir. Tu vois, et du coup hémorragie interne, donc on me remonte pas en chambre, Dieu merci, parce que j'étais remontée ensemble, je pense que ça a déjà été trop tard. Donc quand ils viennent me consulter, ils me disent madame, je crois qu'on va vous réanesthésier. J'ai dit ok, il t'explique pas par contre, mais tu vois les gens qui défilent dans ta chambre, 8 personnes du personnel et tout, et à un moment je dis non, qu'est-ce qui se passe? Et là on t'explique, il a fait une hémorragie interne, on va devoir vous rendormir. On vous a oublié un bout de placenta. Oh là là, je te dis. C'est sûr que nos mères ne nous ont pas dit ça. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Elles se sont gardées. La vie, elle est dans la chambre. Ton mari est là. Donc, Olivia, non, là, tu es obligée de te battre. Parce que là, tu laisses une orpheline. C'est ça. Tu laisses un mari, un veuf. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est là où vous dites, en fait, l'erreur est humaine. C'est des médecins, mais le pouvoir et maîtrise pas. Bien sûr. Et du coup, bon, ils font ce qu'ils font et ils se renvoient un peu la balle. Genre, ah là là. À un moment donné, j'ai dit, écoutez-moi bien. On en parle après. Sur le brancard. Problème. Oui, voilà. Ça va ma douleur. Alors, écoutez-moi bien. Ça va vous rejeter la balle. Là, il faut faire vite, en fait. C'est clair. Et du coup, ils m'ont endormi et j'ai dit, mon placenta, vous me le donnez. Vous me le donnez, vous me le rendez. J'en fais ce que je veux.
Ils étaient en train de dire oui, on va aller voir l'urgentiste. J'ai dit non. Parce que si l'urgentiste sage-femme homme n'était pas là, j'aurais pas été là. Vous étiez pas là, vous. C'est lui qui a essayé de faire au mieux comme il pouvait. Et donc il m'a sauvé la vie. Même s'il a oublié quoi que ce soit, il m'a quand même sauvé la vie. Et donc du coup, ils se regardent tous hébétés là. Et ils disent ouais, peut-être qu'elle a peut-être pas tort. Donc il me rendort, il m'enlève le truc tout. Et après à la fin, bah, je peux prendre ma fille, je peux... Vous voyez, donc c'est vraiment l'accouchement, c'est vie ou mort. Il n'y a pas de juste milieu. Non, c'est soit la vie. Mort. Bon, on tient à dire quand même que ça se passe bien. Dans la majorité des cas, Parce qu'après ça, les gens éteignent l'émission en disant bon, allez, pas d'enfants. Mais ça peut s'entrer à la fin d'espoir. Elle a fait un deuxième. Bien sûr. Mais on a des exemples autour de nous où ça arrive, paf, 2 minutes, comme une lettre à la poste, tout va bien. Ça se passe bien. J'ai accouché très très vite. Et c'était, vraiment, moi je trouve que mon accouchement était un bonheur. Alors que je déteste la grossesse, j'ai détesté la grossesse. Non, mais j'aime pas cet otage. Oui. T'as ton otage, de mon corps. T'es en prison chez toi. Tu n'es plus seule. Non, vraiment. Mais par contre, l'accouchement, vraiment. Très bien passé. J'avais très peur, par contre, l'accouchement, mais très bien passé, rapidement. Génial, génial. Et ça, je remercie. Comme toi, c'est bien, ça t'a facilité. Bah ouais, exactement. Mais ça joue sur l'épanouissement. Mais peut-être que ça joue, pour venir sur ta question, sur le fait qu'on accorde d'autant plus d'importance à la notion d'épanouissement. Et quand tu disais, est-ce que comment l'entourage l'a vécu, etc. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai une certaine liberté dans ma façon de penser. Je me dis pas ça va choquer les gens. En tout cas, quand quelque chose me convient, je décide que pour moi ça va être ça. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, il n'y a pas de souci, passe ton chemin. Donc, parce que avoir l'adhésion de tout le monde, c'était trop compliqué. Tu vois, c'est compliqué d'avoir l'adhésion. Et moi, j'ai la chance d'avoir donc des gens de tous horizons dans ma famille. Et quand j'ai eu mon fils, c'était très compliqué. Tout le monde, il faut allaiter, il faut ci, il faut ça. Et toi, t'es crevé. Et j'ai une tante espagnole qui m'a dit, écoute, tu sais, tu es maman, tu décides de ce que tu veux faire pour ton enfant. Mais c'est les conseils qu'on a. Mais t'en as partout. T'en as de partout. Et en plus, des fois, t'en as pas demandé. Moi, il y a des fois, j'en avais pas envie. J'en ai pas. Voilà. Et ils sont bien. Et ils sont bienveillants. Et puis parfois, ils sont bienveillants. Oui. Ils sont bienveillants et ils veulent bien faire. Mais ils te harcèlent avec leur conseils. Moi, j'ai une amie qui est enceinte proche, qui du coup grossesse tardive et tout ça. Et je lui ai dit, tu vas être envahie de conseils. Les gens font toujours mieux que toi. Non, mais tu devrais faire comme ça. Non, mais pour la nourriture, tu lui donnes à partir de tant de mois. S'il a mal au ventre, non, c'est ton enfant, c'est ta maternité, c'est toi la mère. Personne ne va aimer cet enfant plus que toi. Tu fais comme tu veux. Tu vas faire ton cheminement. Non, mais c'est ça en fait. Se faire confiance en tant que père et en tant que mère. Je ressens beaucoup dire parce que moi, j'ai eu 3 grossesses, 3 accouchements totalement différents. Premier, mini-catastrophe. Si, mon fils a eu un problème au cœur, a été opéré à la naissance. Deuxième, j'ai fait comme une hémorragie. Je n'ai pas été opérée, mais moi j'ai été transfusée. Après, j'ai fait une dépression du postpartum. J'étais 6 mois en solution antidépresseur. Ouais, quand même. Et troisième, j'ai eu la grossesse parfaite. Donc, voilà, 3. Mais c'est bien, t'as persévéré, hein, parce que t'aurais pu te dire. Même quand on est traumatisé. Oui, on peut y aller, quoi. Mais la deuxième, j'étais traumatisée, très sincèrement. J'imagine. Surtout après la dépression, j'ai perdu 10 kilos. C'était très compliqué. Et j'en ai un peu voulu quand même à nos parents. De ne pas avoir dit que on est entre la vie et la mort. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau être dans une société où justement il y a beaucoup de. C'est ultra médicalisé. Moi, le premier c'était une césarienne aussi. Tu vois, on était super surveillés, mais il y a une part d'inconnu. Bien sûr. Une part on laisse au Seigneur, parce que pour ceux qui sont croyants, mais vraiment, où ils ne maîtrisent pas les médecins, ils ne maîtrisent pas. Et finalement, moi aujourd'hui, je dis. Merci d'avoir vécu ça, parce que ça me permet aussi d'en parler. Moi, mes enfants sont au courant. Mon fils, il sait comment il est né. En plus, là, maintenant, il y a un suivi cardiologique, donc voilà. Il sait comment il est né. Ma fille, elle sait également que quand j'ai accouché, ils savent tous comment ils sont arrivés au monde. Et du coup, ils sont ardents, guillemets, ils sont pas en mode bisounours. Oui, c'est ça. Il y a un bébé dans le ventre, c'est bon, tout va bien. Et que tout arrive comme si, voilà, tout roule, quoi. Et je trouve que c'est important, sans non plus tomber dans le drama. C'est dangereux, machin, voilà. Ça reste beau. Ça reste beau comme même quand tu pars à l'hôpital et tu pars dans l'inconnu. Mais déjà la date. C'est la première grossesse. Mais bien sûr. Déjà le médecin te dit telle date, mais tu n'es pas sûr que c'est cette date. Donc
les dernières semaines, tu dis ça peut arriver à tout moment. Le tout moment là, c'est compliqué. Ça peut être 22h, 2h. Moi, je savais, moi, le jour où j'ai pas perdu les os pour le coup, le jour où j'ai commencé à avoir de vraies contractions, ben, j'y croyais pas parce que je banalisais. Comme tu ne sais pas trop, c'est avant le terme, j'étais là, j'étais avec ma cousine, j'ai dit non, on va regarder les feux de l'amour. Si à 13h ça chauffe vraiment, on va y aller. À 10h, je me suis levée, j'ai dit on y va, vite, là, ça chauffe. Parce que là, je sentais que le corps n'était plus vraiment, voilà. Mais il y a vraiment une part de, voilà, c'est le rencontre. Enfin, pour moi, c'est la rencontre avec l'amour. Enfin, moi, j'ai découvert l'amour ce jour-là aussi. Quand j'ai vu mon fils, j'ai su c'était quoi aimer. Avant, on aime, on dit à son mari, je t'aime. Oui, mais quand tu vois la chair de ta chair, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'était un rendez-vous avec le vrai amour de ma vie. Mais c'est un rendez-vous avec l'inconnu. Tu sais pas comment. Et depuis le suspense de à qui il va ressembler. Moi, je l'ai eu pendant longtemps. Je me dis, mon Dieu, j'espère qu'il va me ressembler. Oh là là. Non, mais au moins dans le caractère. On se projette, on imagine son enfant, je sais pas, médecin, avocat. On imagine tellement de choses, mais après, pour moi, il faut pour celles qui peuvent et qui veulent, il faut le vivre. C'est quelque chose de beau. Faites des échographies en 3D, vous saurez. Moi, j'ai eu une écho en 3D, donc je savais que ma fille, c'était le petit portrait de son papa. Tout allait bien. C'était OK. Je me suis dit, tout est en place, c'est à lui, c'est bon. Voilà. Mais moi, je pense que c'est femme d'abord, maman ou maternité ensuite, c'est une rencontre avec soi. Je pense que pour bien le vivre, pour embrasser tout ça, parce que c'est un tout, je pense que c'est vraiment une rencontre avec soi qu'il faut faire. Et elle se fait dans le temps, elle se construit. Moi, je pense que le problème, c'est qu'on a une société de tout de suite. Tout vite. Et on va toujours tout vite. Tu vois, tu veux acheter, Amazon livre tout, mais Amazon te livre pas tes sentiments, Amazon te livre pas l'inconnu. Donc, oui, il livre pas les bébés. Donc, il faut il faut accepter ce temps d'apprentissage. Ça dure 9 mois. C'est pas t'es enceinte, t'accouches. Parce que ces 9 mois-là sont bénéfiques. Vraiment, en tout cas, celles qui vivent des dénis de grossesse, c'est brutal pour elles. Elles se retrouvent avec 3-4 mois à vivre, paf, l'enfant est là. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Alors que 9 mois, tac, la première écho. Enfin, moi, je trouve vraiment que c'est pas. Enfin, étant croyante aussi, c'est que c'est fait pour. En fait. C'est fait pour. C'est une préparation. Absolument. Bien sûr. C'est une préparation. Qui continue après, même quand ton enfant grandit, il n'a pas les mêmes besoins. Et donc, toi aussi, tu t'adaptes. Mais en réalité, tu ne dois pas t'oublier. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une rencontre avec soi. Une rencontre avec l'autre, parce que tu es dans un don de soi en tant que parent. Tu as des responsabilités, comme tu disais tout à l'heure, Mélie. Mais en réalité, tu ne dois pas t'oublier. Donc, tu dois continuer. Et tu dois continuer de te donner l'opportunité de faire ce que tu as envie de faire en tant que femme, ce que tu as envie de réaliser, les objectifs, tu dois les vivre parce que finalement, même quand tu les vis, tu éduques tes gamins, tu leur apprends des choses, tu leur donnes à eux aussi l'opportunité de se rêver. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super important d'être une femme épanouie pour être une bonne mère. Après, si vous vous épanouissez dans votre matière, tant mieux. Tu sais, tant mieux. Je me tends le bâton pour la question qui pique. Ah bon? Oh là 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 là. La question qui pique. Justement, tu disais, mais tout à l'heure, tu disais que tu connaissais des femmes qui étaient complètement épanouies dans la maternité, etc. Moi, je me demande, du coup, qu'est-ce qu'elles étaient avant? Est-ce que c'est pas des femmes, justement, qui, en fait, ne sont rien sans les enfants, tu vois? Et une fois que les enfants partent, parce que les enfants ils partent, c'est une saison. Il y a une date de péremption. Qui se sont trouvées dans la maternité. Et est-ce qu'avant ça, elles avaient autre chose? Qu'est-ce qu'elles avaient un sens à leur vie? Alors, je me pose la question parce que moi, je suis maman et j'adore ma fille, mais je me vois mal que ce soit elle soit le son. Non, bah attends. Non. Moi, je sais pas. Si elle me regarde, elle va dire non, mais des fois, elle me dit tu m'aimes pas maintenant. Je dis que je pars avec une copine. Oui. Tu m'aimes pas. Je dis mais si je t'aime. C'est parce que je t'aime que je pars. Mais je vais aller avec. Comment on est séparés son père, alors elle me dit je vais aller chez papa. J'ai dit oh mon Dieu, vas-y. Et là, je le mets au canapé. Regarde tout ce qu'elle a fait à moi. Mais c'est sympa parce que tu dédramatises. Tu dédramatises. Mais je pense que ça va avec peut-être. Alors là, autour de la table, il y a plein de femmes qui ont des rêves, qui ont des projets individuels. Et il y a des femmes comme ça qui n'ont pas forcément des projets individuels. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les filles. Vous avez des copines ou des gens dans votre entourage, vous leur dites ce que vous faites et puis waouh, tu fais tout ça. Mais à quel moment tu trouves le temps? Oui, tu vois tout ça. Oui. Ou alors elles disent pourquoi? Et puis parfois ça se tourne à mais toi aussi tu es toujours occupée, on peut plus rien faire avec toi et tout, parce que elles n'ont pas
tous ces rêves d'à côté, tu vois. Donc peut-être que tout dépend de leur éducation, de leur milieu, avec qui elles s'engagent aussi dans la vie, parce que on est en duo, ça joue. Mais c'est déterminant, le casting. Je te jure, selon la personne avec qui tu es, ça joue énormément. On est partenaires de vie avec qui tu marches. Il y en a qui éteignent en 2 mois. Hein. Ils ont une capacité exceptionnelle. Ça sont les équipes. Et t'en as d'autres, tu vas arriver, on dit, mais t'es belle depuis que t'es avec un tel, tu fais plein de choses, tu rayonnes. C'est un multiplicateur. Ah oui, c'est ça, multiplicateur. Bien analyser les opérations. Non, ça dépend vraiment. C'est hyper important. Merci les filles en tout cas pour cette discussion. C'était vraiment très instructif. On espère que les femmes qui regardent, c'était Dominique rigole, mais c'est vrai. Mais pour revenir un dernier mot, parce que j'ai plus choqué avec la question qui pique, bien sûr. mais peut-être, je pense qu'on a toute une mission et que quelquefois, il y a des femmes qui sont là pour élever du collectif et élever des enfants et les faire devenir quelque chose. Elles vont exceller là. Justement, quand elles rentrent dans ce rôle-là, qu'elles trouvent leur place, c'est une place, bien sûr. C'est leur place et c'est dedans. Peut-être qu'elles vont élever des Barack Obama, des Macron, j'en sais rien, ou même pas forcément, mais des personnes des gens bien épanouies, des équilibrés. Donc vraiment, non, c'était une question qui pique, mais bien sûr, je ne pense pas une. Non, mais c'est. Non. Merci les filles. Alors, on va faire un petit point actualité quand même, parce que vous êtes là et vous avez des vies remplies. Vous n'êtes pas bien compris, mère. On a bien compris que vous aviez des vies remplies. Et donc, Olivia, alors, qu'est-ce qu'on a à l'agenda, au planning? Qu'est-ce qu'on a au planning? Écoutez, tout d'abord, on va lancer un challenge. Alors, ce challenge, je devais le lancer début avril. On a eu un deuil dans la famille, donc ça n'a pas été possible. J'ai préféré regarder. Mais il y aura le challenge de vêtements, concert en images qui va avoir lieu avant la fin d'avril. Je vais le lancer sur Instagram. Je pense que c'est une bonne plateforme Instagram. Habituellement, je fais ça sur Facebook, mais je trouve qu'Instagram c'est bien. Par rapport aux interactions qui peuvent se faire, même par rapport aux échanges et tout. Et donc, ce sera un challenge sur 5 jours. Ok, voilà. Donc, on rappelle que tu vas créatrice de la marque Kimia Paris. Voilà. En quoi il consiste ce challenge? Ça m'intéresse du coup. C'est là qui est intéressant. On va faire un challenge sur la personnalité, en fait, pouvoir rayonner avec les habits qui nous correspondent. Donc, au niveau des couleurs, connaître les couleurs qui nous conviennent. Pourquoi telle couleur, quelle couleur fait apparence à telle chose, relever plutôt nos côtés masculins, côté féminin, voilà. Un challenge pour les femmes. Hein. Oui, pour les femmes. Ok. Oui. C'est intéressant ça. Donc voilà. Donc la pub va commencer dès la semaine prochaine. Ok. Et donc on te retrouve sur Instagram, sur Facebook aussi. J'ai mon site internet aussi kimiaparis.com. Toutes les personnes qui veulent par exemple des conseils en images sur la tenue à avoir pour des brunchs, pour un événement également, ça peut être un top comme on a fait aujourd'hui, des femmes qui veulent vraiment se professionnaliser ou même pour aller au boulot, quels sont les styles de vêtements qu'elles peuvent porter. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir et puis je serai de bons conseils. Ça se voit. Entièrement confiance. Et toi, Dominique, qu'est-ce qu'on a au planning? En actualité, c'est plus mon volet social media qui est en lumière en ce moment parce que je prépare un webinar avec Nicolas Goupil, qui est un expert LinkedIn et en efficacité commerciale. Un webinar d'1 heure qui aura lieu le 3 mai de 13 à 14 heures pour ceux qui le souhaitent. Le sujet, ce sera le pitch. Comment pitcher son activité, comment se raconter ou l'art de se raconter en très peu de temps mais de manière efficace. Et le but, c'est que ceux qui seront là et qui le souhaiteront viennent pitcher leur projet et que Nicolas et moi, on leur fasse un petit retour qui leur permette de repartir avec un pitch sur mesure, rien de pour eux. Voilà. Et puis en dehors, bien évidemment, vous pourrez toujours nous contacter pour plus. On est là pour ça, on est entrepreneur. Voilà, c'est 20 €. Ce sera le 3 mai de 13 à 14 heures via Zoom. Le lien est disponible sur ma page LinkedIn Dominique Mbemba, c'est pas compliqué. Voilà. Ça, c'est pour le volet l'UCM digital. Et puis
sur Afroféminine, je continue mes activités. Donc, je vous invite à passer sur le blog, déjà pour me donner vos retours, me dire ce que ça vous apporte, ce que vous en pensez, parce que je me nourris beaucoup des retours. Là, j'ai à peu près une 50aine de pays qui sont passés déjà sur le blog depuis le début de l'année, donc je suis super contente. Et la communauté grossit aussi sur le continent africain, et c'est vraiment un de mes projets, que tous les mondes noirs se reconnaissent et que les mondes qui ne sont pas noirs nous découvrent, mais découvrent nos vies, nos perceptions des choses, mais racontées par nous et pas par les autres. Donc voilà. Merci Dominique. Noélie, dis-nous tout. Alors, j'ai plusieurs actualités. Alors déjà, j'ai publié donc le recueil de nouvelles, Les biais d'humeur de Noélie. Donc dans le recueil, on a 6 nouvelles qui, comme je disais, il y a un fil conducteur dans chaque nouvelle. Je mets en avant un personnage féminin, donc dans sa faiblesse, dans sa force. Il y a une nouvelle qui parle du deuil, parce que j'ai remarqué par exemple, chez nous au Congo, lorsqu'il y a un décès, on vient présenter les condoléances aux parents et pas forcément aux frères et sœurs, alors que la fratrie aussi est dans le deuil. Et donc cette nouvelle-là raconte le deuil d'une sœur qui a perdu sa grande sœur, son modèle. Voilà, donc il y a beaucoup aussi d'histoires d'infidélité, qui est un sujet très vague. On met pas un jour à l'ordre du jour. Donc voilà, donc dans cette nouvelle, dans ce recueil, vous avez 6 nouvelles. Donc après, moi au quotidien, je continue à écrire. Donc je poste sur ma page Facebook qui s'appelle également Les biais d'humeur de Noélie. Alors juste pour faire une petite explication, pourquoi ce titre-là, c'est parce que toutes mes histoires ne sont pas écrites en avance. Donc les écrivains généralement ont toute l'histoire. Moi, j'écris au fur et à mesure et avec mon humeur. Donc le matin, je décide que le personnage est mal, donc je vais décrire, je sais pas, une pluie, un temps maussade. Demain, je suis de bonne humeur et j'ai envie que le personnage soit heureux, et je vais le faire balader, aller faire du shopping chez Dior, peut-être. Enfin, c'est un peu ça, c'est vraiment selon mon humeur. Et donc du coup, les histoires que je poste sur cette page-là se font sur 20 épisodes. Et sur 20 épisodes, on a une nouvelle qui se fait. Donc il y a plein de nouvelles sur la page Les biais d'humeur de Noélie sur Facebook. Et sinon, vous avez ce recueil que vous retrouvez donc sur Internet, sur le site So Art Édition. Vous le retrouvez également à la Fnac de Brazzaville et à Abidjan, à la Librairie de France. Donc ça, c'est pour ma partie un peu autrice ou auteur, selon les personnes qui aiment le mot. Donc pour mes associations, donc le collectif Entre Elles continue de mettre en place des petites actions pour les jeunes filles. La prochaine, en fait, ce sera sûrement collecter en fait des fonds pour acheter des matelas pour la maternité d'Igné, qui est une petite ville au nord de Brazzaville. J'ai eu la chance d'y aller l'année dernière et malheureusement, c'est une petite maternité, très peu de moyens. Les femmes s'y rendent avec leur seau d'eau, leur matelas, leur drap pour pouvoir accoucher. Donc voilà, l'idée pour moi, ce serait de fournir les 10 matelas de la maternité et que voilà, à la naissance de chaque enfant, ils puissent se coucher sur un matelas décent. Donc là, c'est la prochaine action du collectif. Et à côté de ça, je fais partie des ACC, donc c'est les Ateliers Citoyens du Congo, où là, c'est un think tank en fait, et un do tank aussi d'ailleurs. On avait organisé l'année dernière les Soft Power Days à Brazzaville, où en fait, on avait convié la société civile à parler des leviers de développement du Congo. Donc la culture, notre langue, le lingala, voilà, comment se vendre et comment faire briller le Congo dans la sous-région et bien au-delà. C'était sur 2 jours, donc il y a eu des conférences et le lendemain on a eu une journée un peu plus culturelle, donc avec la musique congolaise, des entrepreneurs qui sont venus vendre leurs produits congolais et autres. Et cette année on refait l'exercice toujours à Brazzaville, donc ce sera les 11, 12 et 13 août, donc je donne rendez-vous à toutes les personnes qui sont intéressées pour venir parler de soft power et pour comment le Congo peut briller au-delà, se vendre. Enfin, je trouve dommage aujourd'hui qu'on puisse manger des sushis, des pizzas et qu'on ne mange pas de sakasaka de manière intuitive, instinctive, je ne sais pas quel est le bon mot, mais en tout cas qu'on puisse vendre notre pays parce qu'on a plein de leviers qui feront ouvrir les frontières et qui vont nous attirer donc des investisseurs, le développement et plein d'autres choses. Voilà. Quand tu fais tout ça, non? Parce que... mais je comprends pourquoi on pose cette question maintenant. Elle est bien faire avant d'autres mères. Merci. Pierre, est-ce que tu as une actualité?
On peut demander voilà. Oui, ça y est, bon, j'avais annoncé un petit peu dans l'émission du mois dernier, donc je vais lancer ma boutique en ligne d'accessoires. J'avais un petit teasing, notamment avec les bijoux que je porte aujourd'hui, parce que je rejoins beaucoup Olivia sur la partie vraiment l'image, c'est très important. Moi, le vitiligo, mon histoire personnelle qui était assez douloureuse, j'en ai beaucoup déjà parlé dans mon émission, également sur mon blog. Moi, la mode m'a beaucoup aidée et j'estime que les femmes devraient faire plus encore et se donner le droit, le choix, la liberté de briller de toutes les manières. Moi, je te vois avec ta coiffure et ta super. Je me dis, voilà, que les femmes osent s'affirmer. Voilà, donc Audacity, ce sera le nom de la boutique en ligne, pour ambition vraiment d'aider les femmes à se révéler à travers des bijoux, des accessoires qui punchy. Voilà, les couleurs, des couleurs, des matières, voilà, qui donnent envie, qui te racontent. Je dis un mot sur toi finalement. Bien sûr, avant de parler, tu vois, tu as pensé, voilà, je vais te montrer toute colorée. Tu pensais que tu es joviale. C'est l'amour. Et au contraire, faut arrêter d'être trop dans le cynisme là, parce que la vie est belle et il faut la colorer. Voilà, donc, et donc on se retrouve sur Audacity. Vous allez retrouver Perle, bien sûr, sur Instagram. Et allez sur son compte Instagram aussi personnellement, puisqu'il est magnifique. Et tenu de toute beauté. C'est ça. Des toutes couleurs. Merci, je vais échapper de toi dans notre qualité aussi. Ah oui, oui, toi aussi, tu parleras de moi un petit peu, on ne me connaît pas d'assez. Non, mais vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Si vous êtes une femme qui travaille 2 fois plus, qui n'obtient pas sa promotion, voilà, vous venez me trouver sur LinkedIn et je vous aide en tant que coach professionnel. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur les chaînes télé et radio sur RMC, sur Focus, sur YouTube. Tous médias confondus. Je peux juste rajouter un truc par rapport à l'actualité. J'ai juste oublié de vous dire que je co-anime avec 2 autres femmes qui sont dans la com sur le réseau social Clubhouse, un club qui s'appelle La Pause des Pros. Et 1 semaine sur 2, on se retrouve pour parler de sujets. Donc on a fait comment valoriser son expertise professionnelle grâce au bon canal de réseau social. Là, on vient de faire une série sur le management et on se retrouve 1 semaine sur 2 de 13 à 14h le jeudi. Donc, si vous êtes sur Clubhouse, si vous n'y êtes pas, venez. On a des femmes. Il y a des femmes qui témoignent et qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, qui sont en France. C'est super intéressant d'avoir, et pas que des femmes, donc il y a des hommes aussi. C'est intéressant d'avoir ce retour et l'idée, c'est en tant que professionnel de parler de ce qu'on traverse, que ce soit par rapport à notre management, par rapport à l'évolution, ou voilà, toutes les problématiques professionnelles. Voilà. Mesdames, vous avez tous les outils. Vous pouvez être belle, vous pouvez être pro, vous pouvez être solidaire. Qu'est-ce que vous ne trouvez pas sur The Focus? Je sais pas. Non, on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. On vous remercie énormément, mesdames, d'avoir été nos invités. Vous avez été exceptionnels. Bien sûr, vous savez qu'on dira ça des 3 prochaines invités. C'est ça. Regardez jusqu'à quitter. Ne soyez pas jaloux. Et on se retrouve donc le mois prochain avec Perle, puisque Linda est en train de faire la brioche pour une nouvelle thématique sur The Focus. J'allais dire la radio. Parce qu'on était à la radio avant. Oui, c'est vrai. L'émission de la femme, de la mère et de la pro. À très vite. À bientôt. Au revoir. Merci. The Focus.